Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de PwC en direct. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce matin. Ces webcasts ont pour objectif, en 30 minutes, de partager avec vous sur les thèmes du moment liés à la crise du Covid. Le programme de la semaine sera disponible chaque vendredi sur notre site web. Nous couvrirons des thèmes variés, la gestion de crise en tant que telle, les impacts en termes de droit juridique et de droit social, les sujets touchant aux ressources humaines, ainsi que les sujets touchant les directions financières. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webcast dans le chat. Avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, un petit point d'actualité. Aujourd'hui, mercredi 8 avril, jour de la Sainte Julie. Et après 3 semaines de confinement, nous sommes 67% à avoir encore bon moral. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Nous sommes aussi 72% à indiquer que nous ne ferons plus la bise à nos collègues après cette crise. Plus sérieusement, la Banque de France a annoncé ce matin que le PIB du troisième trimestre était en baisse de 6%, situation pour le moins inédite. Nous en reparlerons mardi prochain à l'occasion de notre émission consacrée au dispositif d'aide publique aux entreprises. Ce matin, une note parlementaire de Mounir Majoubi a été rendue publique. Il y évoque les possibilités de traçage des données mobiles pour lutter contre le Covid-19. Bien entendu, la CNIL et ses homologues européens sont aussi sur le sujet. À suivre de près donc, nous vous en parlerons dès que nous aurons plus d'éléments. Autre actualité du jour concernant les congés payés et les RTT. Comme vous le savez, les RTT peuvent être imposés par l'employeur, tandis que pour imposer les congés payés, il faut avoir un accord de branche. Ces accords sont en cours de discussion dans les différentes branches et hier, la métallurgie a donné son accord. Après ce petit tour rapide des actualités du jour, place à notre sujet d'aujourd'hui. Cybersécurité, comment limiter les risques durant la crise et comment préparer la suite. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Pulafros-Jauvert, avocate spécialisée en droit numérique, et Philippe Trouchot, qui co-dirige avec Thierry Delville nos activités de cyberintelligence. Bonjour à tous les deux. Une première question, Philippe. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce terme cyberintelligence? Alors, cyberintelligence, c'est un concept qu'on a créé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant pour répondre à l'évolution de la menace et au caractère multiforme des menaces. Donc pour cela, nous avons réuni en une seule activité l'ensemble de nos compétences cyber, évidemment, mais aussi et surtout tout ce qui a trait à la gestion de crise, et c'est particulièrement incarné par Thierry Delville, qui est l'ancien délégué interministériel à la cybersécurité et aux industries de sécurité, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an en tant qu'associé. On intègre aussi les activités de sûreté, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes. Et nous avons aussi l'activité qui a trait à ce qu'on appelle Global Intelligence, ou dit autrement intelligence économique. J'aurai l'occasion dans cette WebEx de vous présenter un peu plus les résultats de ce que l'on peut observer sur la cybercriminalité dans cette période de crise. Et enfin, on a regroupé aussi dans cet ensemble tout ce qui concerne le Forensic Technology Services. C'est des gens qui sont spécialisés dans l'investigation des incidents ou dans la recherche d'informations dans des grandes masses de données. Voilà, Cécile dit en quelques mots ce que veut dire ou ce que revêt cyberintelligence chez nous. Merci de cet éclairage. J'ai une première question pour tous les deux. Qu'est-ce que vous observez en matière d'évolution des cyberattaques en ce moment? Sandrine, si ça te va, je te laisse nous partager ton point de vue. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'en raison de la crise sanitaire, les entreprises ont naturellement eu recours au télétravail pour endiguer la propagation du virus Covid-19 et protéger la santé de leurs employés et collaborateurs non salariés. Alors il est vrai que le maniement des données comme ça par le biais d'un accès distant aux outils et aux systèmes d'information de l'entreprise présente des risques naturels en matière de sécurité informatique. Les risques, quels sont-ils? D'abord, l'atteinte au système d'information de l'entreprise, l'atteinte au patrimoine informationnel de l'entreprise et plus précisément, par exemple, les données à caractère personnel ou toutes les informations sensibles qui seraient protégées par le secret des affaires, par exemple. Quelles sont les méthodes que nous, on a constatées? Alors, la recrudescence, bien sûr,
de méthodes qui se fondent sur la confiance et capitalisent sur le sentiment d'urgence et l'environnement de crise, comme par exemple l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est cette technique d'envoi en fait de mails pour attirer la confiance de l'interlocuteur et se voir obtenir soit la fourniture d'informations, soit le versement de sommes, par exemple. L'arnaque aux faux supports techniques qui se fait beaucoup, qui se généralise, puisque les utilisateurs ne sont pas tous matures ou sensibilisés de la même façon à l'utilisation des outils informatiques à distance. L'escroquerie au président et aux faux virements, effectivement, qui se redynamise en ce moment, et le traditionnel ransomware qui avait déjà connu une période très dynamique au dernier trimestre 2019. Alors, ces méthodes, d'un point de vue pénal, sont bien sûr réprimées, donc sur des fondements comme l'escroquerie, l'extorsion de fonds, l'atteinte au système de traitement automatisé de données, l'usurpation d'identité. Il existe en France un dispositif judiciaire pour lutter contre la cybercriminalité. Philippe, peut-être tu peux partager les observations que tu vois depuis quelques semaines? Absolument. Alors, comment on observe chez PwC? On a différents centres mondiaux qui font ce qu'on appelle en termes anglo-saxons du threat intelligence. Donc, ça consiste notamment à surveiller l'activité des communautés de hackers et voir finalement ce qu'ils sont en mesure de revendre ou de proposer sur ce que l'on appelle communément le darknet. Alors, on n'est pas les seuls au monde à faire ce genre de choses et on recoupe nos statistiques et nos bases avec d'autres acteurs de la veille sur la menace. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs, dont nous, on arrive à ce chiffre assez effrayant finalement, il y a une recrudescence des attaques de l'ordre de plus 500%. Et c'est aussi ce que l'on a pu discuter avec certains de nos clients qui, effectivement, font l'objet d'attaques plus fréquentes, probablement plus ciblées, et à l'image ou en prolongation de ce que disait Sandrine, effectivement, dans toute l'histoire finalement du crime organisé, toute situation de crise, quelle qu'elle soit, elle laisse une opportunité parce qu'on a probablement moins de défense, moins de contrôle, moins de gens opérationnels pour surveiller les systèmes. Elle donne une opportunité assez exceptionnelle au crime organisé. Donc on voit se multiplier tout un tas de mécanismes dits de phishing dont Sandrine a parlé tout à l'heure, qui sont spécifiques au coronavirus et qui vont jouer à la fois sur la crédibilité et je pense l'état d'esprit que l'on a tous d'être solidaires et d'essayer d'aider dans la mesure de notre possible. Premier constat. Deuxième constat, on a aussi de plus en plus de gens qui vont venir essayer de pénaliser l'activité des entreprises en essayant de les bloquer. C'est exactement, on peut comparer ça à l'appétence que peuvent avoir les gens malveillants lorsque, par exemple, il y a un tremblement de terre. Malheureusement, ça s'accompagne souvent de pillages. Et on est exactement dans cette situation aujourd'hui en termes de cybersécurité. Notamment, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a un document qui est très bien fait sur le site cybermalveillance du gouvernement français qui explique beaucoup plus précisément ce contexte d'attaque augmenté, on va le dire comme ça, pendant cette crise. Et alors, du coup, finalement, pendant cette crise, ce que je comprends, c'est qu'est-ce que ça amplifie ou qu'est-ce que ça contribue à faire évoluer finalement par rapport à une situation normale? Par définition, on est en situation de crise quand finalement l'organisation et les processus classiques de l'entreprise ne permettent plus de répondre à la situation actuelle. Donc, dans la situation qui était la nôtre au début du confinement, beaucoup d'entreprises, et c'est parfaitement compris et c'est totalement normal, ont eu comme obligation d'ouvrir plus largement leur système pour permettre le télétravail. Et pour certaines, parce que toutes les entreprises n'avaient pas forcément équipé leurs salariés d'un ordinateur ou parfois même en termes de logistique n'avaient pas capacité à les déplacer dans les résidences de leurs collaborateurs, elles ont permis aussi d'utiliser des ordinateurs personnels, c'est-à-dire ceux dont on disposait à la maison. Donc on a ouvert beaucoup plus largement les systèmes.
on a autorisé l'accès au système de l'entreprise au travers d'ordinateurs qui n'étaient pas ceux de l'entreprise. Et puis, on a commencé à utiliser tout un tas de solutions plus ou moins exotiques pour être finalement un palliatif à ce que ne permettaient pas de faire les moyens de l'entreprise, c'est-à-dire avoir des systèmes de chat, des systèmes de visioconférence, des systèmes de partage de fichiers. Et tout ça s'est fait dans un momentum d'urgence, ce qui fait que on commence à avoir un peu de recul avec ça. On n'a pas forcément pris le temps de bien documenter ce qui était fait, de bien tracer ce qui avait été ouvert sur les systèmes de l'entreprise. Une entreprise de taille internationale, c'est parfois des milliers, voire des dizaines de milliers de réseaux locaux, c'est des dizaines de milliers de serveurs, donc on n'est pas forcément en mesure aujourd'hui d'être précis sur ce que l'on a fait et donc d'en déduire finalement dans cette situation de risque accru, quels sont les contrôles de base que je dois mettre en œuvre. Et puis il y a un autre phénomène qui malheureusement exacerbe ça, la population d'experts cybersécurité, elle est comme toutes les autres victimes du coronavirus. Et donc de facto, là où les entreprises étaient déjà avant cette crise dans une situation où elles disposaient d'un nombre limité, voire très limité de ressources compétentes sur ces sujets-là, la crise a limité encore plus le nombre d'experts mobilisables sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est encore une fois parfaitement bien compris. On a tous agi dans l'urgence avec une sorte de devoir finalement de subsistance et de résilience, mais ça a conduit à des ouvertures plus larges des systèmes, à des largesses par rapport aux politiques de sécurité existantes dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans beaucoup d'entreprises à mettre en place les contrôles de base, simplement parce qu'on n'a pas trace de ces ouvertures de systèmes. Cécile, c'est très résumé, mais voilà en quelques mots comment on peut décrire cette situation. En live, du coup, on a une question pour quelqu'un de quelqu'un qui est connecté. Pour les personnes qui télétravaillent, quels sont les risques liés à l'utilisation partagée d'une box Wi-Fi à la maison? Ça me permet de rebondir sur ce que tu disais au début de ta réponse. Ouais. Bon, je pense que les box Wi-Fi, c'est pas la peine de trop s'en méfier. Les opérateurs qui sont présents sur le territoire français sont des gens sérieux et compétents en matière de sécurité. Je pense que la première précaution à faire quand on travaille depuis la maison, comme c'est mon cas avec des étudiants qui ont leur propre ordinateur, c'est surtout de vérifier que, ces ordinateurs ont un système d'exploitation qui est à jour. Hein, c'est ce que normalement on vous propose quand ce n'est pas le cas lorsque vous redémarrez votre ordinateur. Microsoft ou Apple, pour ne pas les nommer, vous propose la mise à jour de votre système. Donc, pour rappeler une statistique, 99% des attaques, elles font appel à des failles connues, c'est-à-dire à simplement, elles utilisent le fait que le système d'exploitation de l'ordinateur ou de la tablette ne sont pas à jour. Donc, première précaution, avoir un système d'exploitation à jour. Deuxièmement, un antivirus à jour. Donc ça, c'est aussi basique. Ça se fait très facilement dans 95% des cas. Quand simplement on allume son ordinateur, on propose une mise à jour de cet antivirus. Et puis troisièmement, et c'était, je crois, l'attention que nous proposait Sandrine, faire extrêmement attention aux mails suspects. Et il y en a beaucoup qui se multiplient. Certains viennent, des faux mails viennent de l'assurance maladie qui propose des tests de dépistage. Certains viennent encore une fois, c'est des faux mails, mais qui viennent d'une banque qui vous propose des facilités de trésorerie. Donc, je pense que pour les entreprises, c'est extrêmement important de bien sensibiliser les salariés qui travaillent à distance sur le fait de ne pas baisser leur vigilance par rapport aux mails ou aussi, comme le disait Sandrine, aux appels ou aux sollicitations d'un éventuel support informatique. Et alors, du coup, ça me permet de te poser une autre question. En ce moment, on entend beaucoup parler de crise et de surcrise. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, alors en quelques mots, et on a eu de nombreuses discussions avec Thierry, avec nos clients. Le principe de surcrise, ça ramène plutôt à ce que je disais. On a moins de collaborateurs experts en matière de cybersécurité, mais en parallèle, on a beaucoup plus d'attaques. Et nos systèmes, quelle que soit l'entreprise, sont beaucoup plus ouverts. On a pris des largesses par rapport aux politiques de sécurité, donc il y a un risque inhérent de crise cyber qui est beaucoup plus important qu'à l'habitude. Et on voit que la plupart des entreprises, et c'est encore une fois parfaitement compréhensible, n'auront pas forcément les mêmes moyens à mettre à disposition pour gérer une nouvelle crise cyber.
ne serait-ce que parce que les experts ne sont pas dans une même unité de lieu, les salles de crise des entreprises ne sont pas forcément accessibles en cette période. Et donc, on peut recommander à chacun de bien prendre en compte, encore une fois, ce qui a été ouvert sur les systèmes, de bien sensibiliser les employés sur la mise à jour de leur système, sur le fait de ne pas être trop crédule par rapport aux mails qu'ils reçoivent, et puis surtout de mettre en place quelques contrôles de base sur le contrôle d'accès. Et alors, du coup, peut-être, Sandrine, est-ce que tu peux nous partager quelles sont les mesures que tu penses qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce que tu conseilles en ce moment? Alors, il y a quelques best practices qui sont de deux types. D'abord, les practices qu'on va mettre en place en interne vis-à-vis de la population de salariés et de collaborateurs non salariés dans le cadre de la généralisation du télétravail. Et ensuite, les catégories de mesures qu'on va prendre vis-à-vis de ces partenaires commerciaux et fournisseurs de services, notamment informatiques. Donc, en ce qui concerne les mesures en interne, évidemment, Philippe l'a évoqué, il y a une identification des risques à prendre et à faire sur le type de données, les applications qui sont utilisées, estimer la gravité et la vraisemblance de ces risques pour prendre les bonnes décisions, mettre en œuvre tout type de mesures techniques et organisationnelles de sécurité. Je pense par exemple au contrôle des accès, au chiffrement, l'authentification, peut-être le renforcement de certains pare-feux, des verrouillages de ports USB peut-être, enfin énormément de choses qui peuvent être discutées selon la nature des données et l'exposition au risque que l'entreprise considérera. Et d'un point de vue plus juridique, s'assurer de la bonne application de la charte informatique et surtout de sa mise à jour. Établir et diffuser régulièrement des directives spécifiques, parce que peut-être que la charte informatique ne prend pas en compte une application généralisée du télétravail. Peut-être qu'il faut renforcer certaines mesures, peut-être qu'il est nécessaire de sensibiliser au plus près les salariés et collaborateurs aux usages, aux nouveaux risques, et les aider à appréhender ce qu'est vraiment la classification de la sensibilité des données qu'ils traitent, qu'ils adaptent leur propre comportement et que ce soit vraiment efficace. Donc vraiment préciser les règles dans le contexte de la digitalisation et du télétravail généralisé de l'activité, en encadrant aussi spécifiquement le shadow IT, donc c'est-à-dire le recours à des outils et des solutions qui sont pas homologuées ou dans le catalogue des applications de l'entreprise, qui échappent en fait à la maîtrise de la direction des systèmes d'information. Et ça passe par l'éducation et la sensibilisation des salariés et des collaborateurs. Le vrai enjeu en interne, ça va être aussi post-crise d'améliorer les stipulations de la charte informatique pour accompagner et finalement encadrer la transition vers ces nouveaux usages. Il y aura un avant et un après la crise, mais aussi en matière d'utilisation d'outils numériques et la façon de l'appréhender et d'appréhender le télétravail en général. Et vis-à-vis des externes, des partenaires et des fournisseurs, notamment les prestataires informatiques et les éditeurs informatiques, moi je recommande sur le plan juridique de capitaliser sur cette expérience de crise pour structurer le suivi et la gestion des contrats stratégiques en cours. Donc on peut assimiler ça à du contract management, et notamment pour les contrats informatiques et pour améliorer la résilience face à la cybercriminalité. Donc, par exemple, dans les contrats informatiques, vérifier les modalités des mesures de continuité de service. Donc, ça va être dans les plans de continuité d'activité ou dans les plans de continuité informatique dans certains contrats. Également s'intéresser à tout ce qui relève des activités sur les traitements de données à caractère personnel et comment ces opérations, quand elles sont externalisées, sont suivies et assurées dans le cadre du télétravail et des nouveaux la mise en action des plans de continuité d'activité. Plus généralement, utiliser, je dirais, les clauses de comitologie des contrats informatiques pour régulièrement rechercher des aménagements à l'amiable entre les co-contractants pour s'adapter finalement à la crise, rechercher des aménagements opérationnels qui vont se traduire ensuite par des dispositions contractuelles.
Dans ce cadre-là, j'attire aussi l'attention sur une actualité. Hein, c'est le communiqué de presse du 25 mars dernier, communiqué de presse conjoint entre le SIGREF et le Syntec numérique, qui ont publié 6 principes directeurs finalement sectoriels dans le cadre des relations contractuelles en matière informatique. Donc, ce sont des principes finalement de résilience, de proportionnalité, de gradualité, de différenciation, de responsabilité et de solidarité qui vont aider justement à l'aménagement amiable des relations. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour cette réponse très complète. Peut-être une dernière question, Philippe. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en fait pour gérer finalement la reprise, puisque dans cette période, on comprend bien, assez inédite, on prend un certain nombre de décisions autour de tous ces sujets cyber. Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner pour gérer la suite quelque part? Alors, comme je le disais, ce qui me paraît important maintenant qu'on est finalement dans un rythme un peu plus stationnaire dans cette crise, c'est d'avoir à minima documenté de manière très simple tout ce qui a pu être ouvert au sein de l'entreprise. Donc, quelques précautions d'usage à prendre lorsqu'on va sortir de cette situation, c'est vérifier que les PC qui vont revenir dans l'entreprise n'ont pas été infectés parce que par ailleurs, on utilise la technologie aussi à d'autres finalités que le travail. Donc, il y a beaucoup d'incidents qui viennent du fait que l'on récupère, si vous me passez l'expression, des cochonneries sur Internet. Donc, il y a déjà des entreprises qui prévoient un programme de vérification des PC qui vont revenir dans l'entreprise. Deuxièmement, puisqu'on aura à minima documenté tout ce qu'on a ouvert ou tout ce qu'on a, toutes les largesses qu'on s'est données par rapport aux politiques de sécurité, bah, c'est vérifier que si je prends une image, qu'on a bien refermé les fenêtres et les portes. Et ensuite, comme l'a indiqué Sandrine, on utilise beaucoup de systèmes périphériques à l'entreprise pour communiquer ou partager des données. C'est essayer au moins de vérifier qu'on n'a pas laissé traîner dans des systèmes partagés des données confidentielles de l'entreprise. Voilà en quelques mots pour rester dans le timing, ce que je pouvais essayer de dire sur le sujet. On a des questions en live. Par exemple, quelle est votre position sur la gestion des tests de sauvegarde? Intégrité, complétude, périmètre. Ouais. Alors, le constat maintes fois fait avec Thierry Delville sur la résilience et les sauvegardes, c'est que beaucoup d'entreprises avaient un peu perdu pied dans la gestion de la complexité de leurs sauvegardes. Les environnements informatiques se sont virtualisés. Il y a eu beaucoup de solutions technologiques qui ont permis d'automatiser, de simplifier la réalisation des sauvegardes. Mais certains basiques, comme le fait de s'assurer qu'on n'a pas les sauvegardes sur les mêmes supports que l'environnement de production, n'étaient pas toujours réalisés. Et là aussi, principe de base, les sauvegardes, c'est un constat général, étaient de moins en moins testées, voire jamais testées. Donc là, je pense qu'il y a un côté back to basics, c'est vérifier qu'on a effectivement des supports de sauvegarde à peu près exhaustifs qui ne sont pas sur les mêmes infrastructures informatiques que les systèmes de production. Et 3, les tester à minimum. Alors, c'est impossible de le faire sur l'intégralité du système d'information de l'entreprise en cette période, mais vérifier ça sur les systèmes les plus sensibles, et ce qui reviendra aussi à la remarque de Sandrine sur bien cataloguer la criticité des données, c'est probablement ce qui reste à faire. Mais le constat, là aussi, qu'on peut dresser, c'est que la plupart des incidents de cybersécurité qui ont eu lieu avant la crise Covid n'avaient pas forcément un degré de gravité extrême, mais ils ont été exacerbés et ils ont eu des conséquences majeures, pas à cause de l'incident lui-même, mais simplement parce que les mécanismes de sauvegarde qui étaient un peu obsolètes n'avaient pas été testés, n'étaient pas exhaustifs. Et donc, les grandes difficultés des entreprises qui ont été attaquées, ça a été de reconstituer leur environnement informatique, faute de sauvegarde à jour, en fait. D'accord. Je vois que nous avons une autre question sur la cybersécurité lors des assemblées générales. Comment limiter le risque cyber lors de la réception par l'émetteur de l'attestation de détention que l'actionnaire doit envoyer par email pour que sa question soit prise en compte? Alors, Sandrine, je ne sais pas si tu veux te lancer sur le côté légal de cette question, parce que le droit
Alors, on a très peu de temps, mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir établir vraiment un protocole sécurisé. On peut avoir recours à certaines solutions du marché, notamment pour authentifier l'émetteur, le récepteur. Bien entendu, encore une fois, des flux sécurisés. Et ça, ce sera peut-être des choses qu'on pourra aborder lors de la prochaine émission de PwC en direct. Où la question des AG sera traitée et peut-être qu'un segment sur la sécurité pourra à ce moment-là être traité. Eh bien, écoutez, ça me permet de conclure puisqu'il est pile midi, donc nous sommes pile à l'heure. Un grand merci d'avoir participé à cette première émission de PwC en direct. On espère le premier d'une longue série et on vous donne rendez-vous vendredi pour notre webcast consacré en effet aux droits des sociétés et l'impact des ordonnances récentes sur la tenue des conseils d'administration, des AG, des approbations de comptes. Un grand merci à Philippe et Sandrine de vous être prêtés à cet exercice pour cette première édition et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Merci Cécile. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée.